Bienvenue dans ce nouveau numéro de Station Europe. Le procès des attentats de Bruxelles vient de commencer, un procès extrêmement important pour les victimes. On se demandera également dans cette émission si la menace terroriste n'est pas un petit peu sortie des radars. On en parle avec Philippe Van Steenkist, directeur d'une association de victimes du terrorisme, avec Benoît Lutgen, député européen, et avec Alain Grignard, un des meilleurs spécialistes du terrorisme. Voici Station Europe. On se retrouve sur le plateau du Parlement européen à Bruxelles et tout d'abord, je vous présente Philippe Van Steenkist. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur de VE Europe, c'est une association des victimes du terrorisme et vous êtes directement concerné puisque vous avez perdu votre sœur dans les attentats le 22 mars 2016. Elle était à l'aéroport de Bruxelles où elle travaillait. Tout d'abord, ce procès qui vient de commencer, c'est quelque chose que vous espériez, que vous attendiez ou que vous redoutiez également? Oui, bonjour. Non, je crois que le procès, c'est quand même une étape importante pour toutes les victimes, ou peut-être pas toutes les victimes, parce qu'il y a des victimes qui veulent se détacher de ça, mais c'est un des 4 piliers qui est nécessaire pour qu'une victime puisse se reconstruire. C'est toujours compliqué, surtout si ça se passe des années plus tard. Alors on se dit aussi, c'est un peu comme une blessure qui est mal guérie, qui n'est pas vraiment guérie. Donc, à un certain moment, il faut un peu la réouvrir pour qu'elle puisse finalement mieux se cicatriser. La cicatrice restera toujours. Mais lundi dernier, par exemple, au tout début du procès, quand vous êtes entré dans ce palais de justice, dans ce bâtiment, cet ancien bâtiment de l'OTAN, vous aviez quoi en tête? Vous pensiez à quoi? Est-ce que c'était difficile? Pour moi, personnellement, ce n'était pas difficile, mais j'ai vu qu'il y a quand même des victimes qui avaient un peu, pas vraiment peur, mais qui ne se sentaient pas trop à l'aise parce qu'il y a aussi une première confrontation avec les accusés. Donc tout ça, c'est humain, c'est normal. Et on se dit, il faut, si vous souhaitez participer à ce procès, il faut y aller. Donc voilà, les accusés sont dans les box. Il n'y a pas un contact direct non plus. Donc il y a aussi moyen, parce que là, la Belgique a très bien fait aussi, il y a aussi moyen d'être dans une autre salle, une salle à part, si on ne veut pas être confronté. Donc voilà, il y a beaucoup de moyens à disposition pour que les victimes se sentent bien. Mais qu'est-ce que vous attendez de ce procès? Une espèce de reconnaissance, mais aussi de découvrir certains aspects de la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y avait dans la tête des auteurs de ces actes? Oui, tout à fait. Je crois que quand on est une victime d'un acte terroriste, étant victime, on veut comprendre de quoi on est victime. Enfin, beaucoup de gens souhaitent le comprendre. Donc il y a la vérité, la recherche de la vérité, de quoi j'ai été victime, pardon. Et puis il faut aussi qu'à un certain moment, il y a un jugement. Donc c'est nécessaire pour pouvoir quelque part clôturer cette phase-là. Donc voilà. Vous attendez par exemple que les accusés écopent de peines sévères? C'est quelque chose d'important? Alors, une attaque terroriste attaque notre État, notre société. Et donc, on insiste quand même que voilà, il faut surtout que notre démocratie fonctionne. Et donc, un jugement n'est pas une revanche pour les victimes. Ils veulent juste que justice soit faite. Et donc, à ce moment-là, on soutient notre démocratie. Notre démocratie, sa beauté, bien sûr, automatiquement, on contient aussi des faiblesses qu'on pourrait exploiter. Mais voilà, on vit dans notre démocratie, il faut la respecter et la justice aussi. Le fait que certains accusés aient décidé de bouder le procès parce qu'ils considèrent que leurs conditions de détention, de transfert ne sont pas bonnes, ça c'est une frustration pour vous? Alors bien sûr. Ou ça fait partie du jeu? Je crois que ça fait partie du jeu. Donc on est dans un procès d'assises avec un jury populaire. Ça veut dire qu'il y a 12 citoyens qui sont là, qui n'ont aucune connexion avec les attentats. Donc pour eux, tout doit être dit oralement. Donc ils vont, à partir de ce lundi dernier, durant toute la procédure, ils vont écouter tout ce qui s'est passé. Et donc le grand jeu maintenant, c'est que la défense, bien sûr, souhaite influencer le jury le mieux possible. Effectivement, 6 d'entre eux qui sont dans les box accusés ont déjà été condamnés à Paris. Donc, ils n'ont pas beaucoup de moyens pour pouvoir défendre les accusés.
Et voilà, je crois que maintenant, ils cherchent un peu, enfin c'est une stratégie, je suppose, où ils cherchent un peu à victimiser ces personnes, parce que finalement, ce sont les jurys, le jury populaire qui va décider si les gens sont coupables, oui ou non. Le 22 mars 2016, vous avez appris comment, vous avez découvert comment que votre sœur était une victime des attentats? Oui, c'était très difficile et je souhaite à personne de passer cela. Donc le 22 mars 2016, donc j'ai entendu à la radio qu'il y avait une explosion à Zaventem. Au début, on pensait que c'était une bonbonne de gaz ou dans ce style-là. Ma sœur, normalement, elle avait terminé son shift à 6 heures, donc je ne m'inquiétais pas trop. Puis par après, ma maman m'a téléphoné pour dire j'ai pas de nouvelles de Fabienne, ma sœur. Je dis mais si elle est à l'aéroport d'office, elle travaillait beaucoup pour la Croix-Rouge comme bénévole. Je dis elle est occupée en train de porter secours, donc ne t'inquiète pas trop. Et puis donc les attentats des Zaventem ont lieu juste avant 8 heures du matin. Et à 8h45 du matin, tout à coup, j'ai figé et j'ai senti que ma sœur était partie. Donc c'était vraiment quelque chose de très bizarre. Et puis je suis rentré directement chez mes parents pour être près d'eux. Et on a commencé la recherche pour retrouver ma sœur. Parce qu'on avait des informations un peu vagues et puis des informations qui disaient mais on l'a vue, donc elle vivait enfin on pensait qu'elle vivait. On s'accroche à tout espoir. Et finalement, on a appris, donc le 22 mars, c'était un mardi. Finalement, on a appris son décès le vendredi. Donc c'était quelques jours très très difficiles à passer. Et peu après cet attentat, peu après cette mort de votre sœur, vous avez déclaré que vous vous sentiez comme un SDF dans notre société. Oui, tout à fait. Donc après les attentats, je pensais qu'il y aurait une aide qui viendrait vers nous proactivement. Et puis les mois passaient et il n'y avait rien du tout. Donc moi, de mon côté, enfin du côté personnel, ça m'avait beaucoup affecté parce que j'étais plus active à l'étranger. Je voulais être avec mes parents, les enfants de ma sœur. Et donc on est dans cette vision de tunnel. On a besoin d'aide et elle ne vient pas. Donc ça m'a affecté beaucoup, enfin nous tous. Et puis effectivement, donc j'ai déclaré, je me sentais comme un SDF. Et donc on s'est dit mais c'est pas normal que cette aide ne vient pas. Et on voulait aussi rencontrer d'autres victimes pour comprendre s'ils avaient le même problème ou si c'était de notre faute qu'on avait raté ou loupé une démarche pour être reconnu. Et puis on voyait que c'était impossible de rencontrer d'autres victimes. Et donc finalement on a su rentrer en contact avec les victimes des attentats de Paris. C'est comme ça que vous avez créé l'association V-Europe. Oui, tout à fait. On voyait que ça avait vraiment cette nécessité pour pouvoir se rencontrer, au moins déjà pour pouvoir partager ses émotions et ses expériences. Et donc on a créé V-Europe et très rapidement, dans les 24 heures, on avait déjà plus de 50 victimes et pratiquement 100 victimes dans les 48 heures. Et donc on s'est fait rendez-vous quelques semaines plus tard, parce que juste avant Noël 2016, donc en janvier 2017, on s'est rencontrés pour la première fois. Et c'était vraiment rien qu'entre victimes et c'était quelque chose de très très fort parce que chacun partageait ses émotions. Et puis on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on a besoin? Parce qu'on a tellement de sentiments, on n'arrive pas à mettre les paroles dessus parce que c'est tellement vague mais aussi fort. Et on a fait un grand tableau, on s'est dit, mais qu'est-ce qui nous manque? Et puis finalement, on a vu que tout le monde cherchait la même chose, c'était la reconnaissance, la dignité. Alors, ces attentats ont bien sûr marqué tous les Belges. On va rejoindre en duplex Benoît Ludgen, qui est député européen, membre des Engagés. Benoît Ludgen, merci d'être avec nous. Alors, vous aussi, bien sûr, vous vous souvenez de ce 22 mars 2016? Oui, je m'en souviens comme si c'était hier. J'étais pas très loin des attentats, j'étais président de parti à l'époque. Et à quelques 2 minutes à pied du bureau du parti, il y a eu effectivement ces attentats, notamment à la station de métro. Et donc oui, on était à la fois estomaqué, bouleversé, et face aussi à une situation dont on ne connaissait pas tous les rebondissements dans les heures qui suivent, avec une grande inquiétude pour tout le monde. Et puis tous les drames et l'impact humain évidemment que ça a pu avoir pour tout un chacun. Je m'en souviens évidemment extrêmement bien. Je crois que chaque Belge se souvient quasiment minute par minute comment il a vécu ce moment terrible lors des attentats. Vous diriez que c'est un procès d'abord pour les victimes et aussi pour répondre à certains points d'interrogation, comment ces attentats ont été possibles, qu'est-ce qu'il y avait dans la tête des auteurs de ces actes? Ouais, c'est important pour les victimes et je pense qu'il est temps de parler des victimes. Jusqu'à présent, dans ce procès, on a parlé beaucoup
des auteurs, de leur confort, de leurs droits à l'intérieur du tribunal, je pense qu'il est plus que temps de parler des victimes. Alors les victimes et aussi toutes les personnes qui entourent ces victimes, qui ont eu un impact, qui ont toujours un impact très important aujourd'hui. La façon, ce ne sera pas l'objet du procès, mais ce sera en marge du procès, dont ces personnes ont été soutenues par l'État, oui ou non, indemnisées dans des délais raisonnables, oui ou non, le rôle des assurances, etc., etc. Je pense que voilà, et puis tirer les leçons aussi, j'espère, de l'origine finalement de ce type de comportement sur notre territoire, de dérive totale, pour en tirer les enseignements, même si les enseignements ont déjà été réalisés et qu'il y a toute une série de dispositions qui sont mises en œuvre avec parfois des formes diverses entre les différentes régions flamandes, bruxelloises ou wallonnes pour éviter effectivement ce type de dérive et de drame humain pour la population. Alors aujourd'hui, avec la crise du Covid, la guerre en Ukraine, la peur de la menace terroriste semble s'être un petit peu éloignée. Est-ce qu'elle est sortie des radars, y compris des radars européens? Alors je ne le pense pas, oui. Alors elle est sortie parce qu'il y a, et tant mieux, on ne peut que s'en réjouir, il y a eu moins d'attentats tels qu'on les a connus, évidemment, sous les formes qu'on a pu connaître, que ce soit en Belgique, que ce soit en France, même s'il y a encore eu quelques attentats qui ont été commis, mais pas de la même ampleur. Mais ce n'est pas pour ça que c'est sorti des radars. Oui, elle a eu la crise Covid, a retenu l'essentiel de l'attention, à la fois sur le plan de la santé, à la fois sur le plan économique, pour les entreprises, pour les travailleurs, pour les citoyens, bien sûr. Oui, la guerre en Ukraine retient notre attention de chaque jour parce que ça bouscule le monde, ça bouscule la réalité économique, ça touche de plein fouet les familles, leur pouvoir d'achat, la réalité sur nos territoires et une forme d'instabilité qu'on n'aurait même pas pu imaginer il y a encore quelques années. Mais je puis vous assurer qu'on travaille concrètement au niveau du Parlement européen pour aussi essayer de prévoir, d'anticiper les nouvelles formes de terrorisme qui pourraient se développer, de radicalisation. Je suis dans la commission ingérence au niveau du Parlement européen. Nous étudions, nous analysons les nouveaux phénomènes, le cyberterrorisme ou l'ensemble des éléments qui peuvent amener effectivement à ce type de dérive et de comportement. Et on sortira d'ici quelques semaines, quelques mois, toute une série de recommandations. Et donc oui, notre attention est encore portée sur ces sujets-là, que ce soit au niveau européen, je pense que ce soit au niveau national ou local également, pour faire en sorte effectivement qu'on ne connaisse plus ça sur nos territoires. Mais c'est un travail, on le sait, qui est un travail de chaque instant et de longue haleine et d'adaptation sans cesse, notamment au niveau des services de renseignement, mais pas uniquement. Il faut sûrement, les failles ont été montrées certainement à suffisance à l'époque, encore une meilleure coordination, notamment au niveau des services de renseignement au niveau européen, mais c'est un élément parmi d'autres, plus toute la protection européenne en matière de lutte contre les fake news et les risques. Et l'Europe est plus exposée que d'autres régions du monde, notamment en matière de cyberterrorisme. Mais certains pourraient avoir la tentation de moins investir dans les services de renseignement. Vous vous dites au contraire, il faut continuer à investir, à être préventif, imaginatif pour essayer de découvrir les nouvelles formes que le terrorisme peut prendre en quelque sorte. Oui, je pense qu'il faut investir de façon beaucoup plus importante dans les services de renseignement. À la fois pour lutter contre le terrorisme tel qu'on a pu le connaître sur nos territoires, bien sûr, les attentats de Bruxelles, de Paris, etc. Mais aussi et certainement pour lutter contre d'autres formes d'ingérence ou de risques terroristes, que ce soit l'ingérence chinoise, l'ingérence russe, tous ces phénomènes finalement qui nous mettent en grande dépendance ou en grande fragilité au niveau européen. Donc, voilà, en termes d'autonomie, de souveraineté au niveau européen, je pense que les services de renseignement, le soutien aux services de renseignement, il est essentiel. On doit donner plus de moyens et avoir surtout une meilleure coordination au niveau européen pour lutter contre toutes ces formes d'ingérence et parfois de terrorisme. Si je parle de la Russie, c'est évidemment le parfait exemple, malheureusement, où on voit que dans toute une série de phénomènes connexes, la Russie a joué un rôle important et continue à jouer un rôle important dans le risque de dépendance, dans le risque de fragilité de la réalité de nos territoires. Merci Benoît Lutgen. Alors Philippe Van Steenkist, est-ce que vous aussi, vous avez l'impression que la menace terroriste est un petit peu sortie des radars aujourd'hui ? Alors oui, je crois qu'on a passé effectivement les grandes vagues des actes terroristes organisés. Bien sûr, il y a encore des actes, je dirais plutôt individuels, comme on dit les lone wolves. Donc le danger est toujours là.
Et chaque acte de terroriste est un de trop. On voit très bien que malgré, on n'entend plus tellement de Daesh parce que voilà, ils sont tombés en Syrie, en Irak, mais on voit très bien qu'ils sont en train de se reconstruire, surtout en Afrique. Et donc la menace est toujours là et les gens se reconstruisent. Je crois que maintenant, la période qu'on vit maintenant, qui est entre guillemets un peu plus calme, il faut effectivement en profiter pour se préparer. On a appris qu'il vaut mieux être préparé que réagir. Donc moi, je conseille à tout le monde, services de sécurité, de renseignement, etc., effectivement, essayons d'améliorer tout cela, mais aussi l'aide aux victimes. Donc on a appris, l'expertise qu'on a eue en Belgique est une expertise, je dirais entre guillemets malheureuse, parce qu'on a mal démarré alors que tout le monde était de bonne foi. Le problème, c'était qu'il n'y avait pas la compréhension de quels sont les besoins des victimes. Je crois que maintenant, ils ont trouvé des interlocuteurs sérieux avec qui ils savent comprendre ce qui se passe sur le terrain. Et donc, on a pratiquement tous les éléments en main pour créer quelque chose de bien, pour être préparé. Soutenir les victimes, c'est aussi une réponse contre le terrorisme. Parce que le terrorisme, bien sûr, essaye de fragmenter notre société, d'attaquer notre démocratie. Et donc, la meilleure réponse qu'on peut donner, quand il y a un acte terroriste, c'est effectivement prendre soin de ces victimes qui sont tombées pour l'État. Alors, on entendait Benoît Ludgen, député européen. Vous attendez quoi de l'Europe en particulier ? Alors, je dois dire que nous avons eu un soutien énorme de l'Europe. Donc, au début, quand on a commencé l'association, parce qu'on voulait qu'une aide adéquate vienne aux victimes, on a d'abord trouvé l'expertise dans les pays qui, malheureusement, avaient déjà une expérience plus longue avec le terrorisme, en particulier la France et l'Espagne. Grâce à eux, on a commencé à pouvoir tout mettre en œuvre. Et puis, au niveau de la Commission européenne et même du Parlement européen, on nous a entendus, on a commencé à mettre des directives en route, adapter les directives. Et donc, bien sûr, ces directives-là ont impacté aussi les décisions en Belgique. On n'a pas parlé encore de la question de l'indemnisation des victimes. Ce n'est pas l'objet du procès, mais c'est un élément essentiel aussi dans la reconnaissance de cet état de victime. On en est où en Belgique ? Il faut s'armer de patience toujours ? Alors à nouveau, donc, on a mal démarré en Belgique parce qu'on travaillait avec un système d'assurance. Tout le monde pensait que c'était un bon système. Ça marche mieux dans d'autres pays, en France par exemple ? Le système d'assurance uniquement en Belgique. Vraiment, c'est un sujet on a discuté ici au Parlement européen et je crois que tout le monde est d'accord pour dire que ce n'est pas un bon système pour les victimes. Ce que vous voudriez, c'est en fait un fonds national pour les victimes. Et on en parle d'ailleurs à la Chambre pour le moment. Tout à fait. Donc voilà, on souhaite un fonds de garantie, si on peut le dire ainsi. On a déjà eu plusieurs interventions au Parlement. Dans la commission d'enquête parlementaire belge aussi, c'était recommandé qu'on va vers un système pareil. Aussi les Nations Unies qui ont fait une enquête sur la Belgique, ils ont dit qu'il faut partir vers un système pareil parce que cela permet aux victimes effectivement d'avoir une compensation, une reconnaissance digne. Ce qu'on recherche tous, c'est que les victimes puissent se reconstruire pour le mieux possible pouvoir réintégrer la société. Donc qu'elles puissent se détacher de cette position de victime. Et le système actuel en Belgique ne le permet pas. Donc les victimes sont pratiquement obligées de se revictimiser pour pouvoir avoir droit à ce qu'il leur est dû. Le système actuel, donc les victimes, on voit très bien qu'ils veulent clôturer. Parce que ça dure trop longtemps, ils veulent reprendre la vie et pour clôturer, il n'y a que deux moyens, c'est soit accepter ce qu'on vous offre, même si vous ne retrouvez pas la reconnaissance là-dedans, ce qui est fort malheureux. Alors, on va écouter maintenant Alain Grignard, ex-commissaire à la division antiterrorisme. Vous le connaissez bien d'ailleurs. Il était en poste le 22 mars 2016. C'est un des meilleurs spécialistes du terrorisme. Alors, je lui ai d'abord demandé ce qu'on pouvait attendre de ce procès des attentats de Bruxelles. Écoutez-le. Je pense que le procès est une phase capitale pour les victimes avant tout. Maintenant, pour les techniciens dont j'ai fait partie, on n'entend pas grand-chose. C'est-à-dire qu'il y a des réponses qu'on aimerait évidemment avoir, que les accusés sont les seuls à posséder quelque part dans leur tête. Maintenant, vont-ils parler ? Ça, c'est la question. Donc, jusqu'à présent, ils n'ont pas, disons, été très loquaces par rapport aux détails intéressants. Donc, même s'il y a eu quelques sorties spectaculaires à Paris, au fond des choses, on n'a pas de réponse à certaines questions qui nous interpellent encore, comme que sont devenues les armes, etc.
On a parfois dit à propos du procès à Paris que c'était également le procès de la police, des services. Est-ce que ce sera également le cas à Bruxelles? J'espère qu'on ne va pas retomber dans ce travers-là, parce que c'est clair que les coupables avant tout sont les gens qui sont dans le bloc des accusés, bien sûr. Et la police, en matière d'antiterrorisme, c'est quelque chose de très particulier, puisqu'on entend de nous qu'on arrête les auteurs avant qu'ils n'aient commis l'infraction. Ça marche souvent, et dans les différents générales. Et parfois, il y a un raté. Et je pense que quand il y a un attentat, forcément, on en prévu quelque chose. Maintenant, éviter les attentats en surveillant tout le monde, c'est un mythe, bien sûr. Personne ne veut d'un policier derrière lui en permanence. On a l'impression aujourd'hui qu'une crise en chasse une autre, avec le Covid, la guerre en Ukraine. La lutte contre le terrorisme est un petit peu sortie des radars européens. Vous comprenez ça? Vous pensez également qu'effectivement la menace est moins grande aujourd'hui qu'il y a quelques années? La menace, elle est toujours là, bien sûr. Elle est différente, mais elle est au moins aussi importante, potentiellement, parce que la société est de plus en plus polarisée. J'ai souvent l'habitude de dire que je crains plus le simplisme maintenant, dont l'islamisme c'en est aussi, bien sûr, le simplisme en général que l'islamisme en particulier, ça c'est clair. Maintenant, quand vous voyez, encore une fois, les anti-5G, les anti-vax, les anti-ceci, les zadistes, les islamistes qui existent encore, la droite, la gauche, il y a une masse de gens qui sont en révolte par rapport à un tas de choses, par rapport aux institutions, par rapport aux autorités, en se réclamant d'une idéologie ou quelconque. Et c'est la distillation de cette masse qui peut amener à des éléments qui peuvent passer à la violence, bien sûr. Le problème, c'est qu'au niveau des moyens antiterroristes, ça a été complètement délaissé maintenant. C'est un peu le règne de l'immédiat. Ça a été les pédophiles, ça a été la criminalité à col blanc, maintenant ce sont les narcotrafiquants, et puis le Covid, le chauffage, et puis maintenant il y a quelqu'un qui crie Allahu Akbar en assassinant un collègue, et tout le monde se rappelle, tiens, il y a peut-être encore des possibilités d'avoir des ennuis. Donc malheureusement, le système n'est pas très constant, je dirais, dans... Les racines du terrorisme, on ne les a pas soignées. Les racines du terrorisme, c'est le mécontentement, c'est la frustration, et tout ça, ça ne manque pas maintenant. Avec en plus les problèmes que nous connaissons au niveau géopolitique, au niveau économique, ça ne peut pas arranger les choses. Alors, si vous me permettez, moi je vais répéter une phrase que j'ai martelée au moment où je suis parti à la retraite. Ceux qui ne nous ont pas donné à l'époque des moyens qui nous auraient peut-être permis d'éviter ce qui s'est passé et qui va être jugé maintenant, devront se remettre en question si ça se reproduit. Je ne pense pas que ça a été le cas. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour se remettre en question? Il faut continuer à investir pour trouver des gens qui soient disposés à travailler dans le domaine, ce qui n'est pas évident parce que quand on se fait étrier, parce qu'un jour on est des héros parce qu'il y a l'intervention de Verviers, et puis la semaine suivante nous sommes des nuls qui n'ont rien vu et qui passons en commission d'enquête parlementaire. Donc c'est pas très motivant pour les jeunes. C'est aussi compliqué de trouver des profils qui sont à même d'être efficace dans ce genre de métier, puisqu'on demande plus de proactivité que de réactivité. Pour ne pas être, disons, trop embrouillé dans mes explications, puisqu'on entend, nous, qu'on essaye d'anticiper l'action de l'adversaire. Et là, il faut des profils spéciaux au niveau des enquêteurs, mais aussi que les chefs se remettent en question. C'est plus facile d'évaluer des enquêtes réactives, où on compte le nombre de PV, de rapports, etc., qui ont été faits, que d'évaluer quelqu'un par rapport aux idées qu'il pourrait avoir pour essayer de pénétrer, disons, les intentions de l'adversaire potentiel. Donc il faut des profils de policiers imaginatifs qui sont capables de prévoir en quelque sorte d'où viendra la menace et sous quelle forme elle apparaîtra plus tard. Oui, donc encore une fois, je ne vais pas reprendre le vieil adage, si tu veux la guerre, si tu veux la paix, prépare la guerre. C'est justement pendant une période où ça a été un peu plus calme qu'il faut anticiper et voir, continuer à travailler sur le fonctionnement des idéologues des anciennes menaces, mais des nouvelles menaces aussi. Et les nouvelles menaces, il n'en manque pas. Encore une fois, la société, comme je l'ai dit tout à l'heure, est polarisée plus que jamais. Et le terrorisme, c'est un peu comme un volcan. Il dort, il peut dormir, mais il peut se remanifester à tout moment. Le terrorisme, c'est une méthode. C'est une méthode qui permet de se manifester après avoir été frustré, humilié, que sais-je moi. Et ça peut se revenir à tout moment, bien sûr. Et encore une fois, la situation géopolitique actuelle, couplée à la situation économique, ça provoque évidemment plus de tensions au niveau sociétal.
Et ça peut provoquer de la même façon de cette distillation de mécontents, plus de passage à l'acte violent, quoi. Voilà, Alain Grignard qui rejoint un petit peu les propos que vous teniez, hein. Vous avez la tentation de faire également de ce procès le procès de la police? Alors vraiment, je crois que c'est le procès pour les gens qui ont fait les attentats, donc ceux qui sont des box accusés. Il ne faut surtout pas tomber dans, si je peux le dire ainsi, dans le piège de regarder autre chose, parce que ça ne sera que au bénéfice des gens qui ont détoné les bombes, qui ont tout planifié. Donc il faut se concentrer sur le procès contre les gens qui ont commis les actes, et c'est un procès au bénéfice pour d'abord les victimes, mais aussi la société, pour qu'on montre, voilà, le terrorisme ne prendra pas. Philippe Van Steenkist, vous êtes allé en Syrie, dans le Kurdistan syrien, là où de nombreux djihadistes sont prisonniers, où il y a également beaucoup de femmes et d'enfants de djihadistes, hein, dans des camps comme Al-Hol, il y a plus de 50 000 personnes. Pourquoi vous êtes allé là, avec Georges Dalbagne d'ailleurs, hein, député fédéral? Oui, tout à fait. Donc on est allé sur place parce que pour nous, il était nécessaire de comprendre ce qu'est Daesh, parce que les attentats venaient de Daesh. Donc il fallait comprendre. Ça, c'est un premier pas. Et il fallait aussi pouvoir expliquer, sans tomber dans les complications, je dirais, géopolitiques, pouvoir expliquer d'une façon claire, simple, dans un langage compréhensible pour tout le monde, pour les victimes. Voilà, on voulait expliquer de quoi il s'agit, ce qu'est Daesh. Maintenant, essayons de trouver une façon pour qu'on puisse sortir du problème où on en est maintenant, parce qu'on voit très bien qu'au niveau politique, diplomatique, tout le monde se cache un peu, mais le temps passe. Le temps passe, Daesh se reconstruit dans la région, elle est très volatile la région. Imaginez-vous toutes les victimes de Daesh sur place qui aussi regardent vers nous et se disent mais il y avait des soldats de Daesh qui étaient belges, français, suédois, peu importe. Vous ne faites rien, on a été victime de cela. Aujourd'hui, on vit encore dans des camps, des déplacés. On n'a rien, on n'a pas de soutien psychologique, etc. Donc, essayons quelque part de mettre justice en route, de sortir de ces problématiques au niveau politique et diplomatique. Ouais. Philippe Van Steenkist, merci de vous être arrêté à la Station Europe. Merci à Pascal Simard et à toute l'équipe qui a réalisé cette émission ici au Parlement européen. Et on se retrouve à la rentrée après les fêtes. Excellentes fêtes d'ailleurs. À très bientôt.